Bonsoir à tous. Je suis Alexandre Guérin, j'ai le plaisir et l'honneur de diriger Ipsos en France et j'ai le double plaisir de vous accueillir ce soir. Merci d'être venus aussi nombreux dans ce magnifique lieu chargé d'histoire. Lorsque la marque va défendre uniquement la cause LGBT, il va y avoir de manière directe une influence sur la confiance que les gens vont accorder en eux-mêmes, en la société, et cela passe également par la force de l'engagement perçu. Si on défend une cause, eh bien, on a un engagement qui est perçu comme plus fort, et également avec une plus grande continuité, c'est-à-dire qu'en défendant une seule cause, eh bien, il y a une perception que la cause s'inscrit plutôt dans du moyen ou long terme, en tout cas dans l'esprit des répondants. Finalement, on se rend compte qu'une marque qui va défendre une cause, la cause LGBT, va avoir des effets positifs et permet à la communauté de mieux s'intégrer au sein de la société. Les produits de luxe de seconde main, si on compare aux produits neufs, c'est toujours relativement aux produits neufs, ils vont générer, il y a un lien négatif direct. Donc ils vont générer moins d'intention d'achat et moins d'achats impulsifs que des produits en solde, en gros. Mais en revanche, il y a un rôle médiateur très intéressant et qui est le levier si on veut vraiment, on va dire, augmenter la vente de seconde main au lieu de vendre des produits neufs. Si on considère que la seconde main a un impact environnemental, on va dire, moindre que des produits neufs, c'est de jouer sur l'image de soi. Parce qu'en fait, quand la seconde main génère une image de soi responsable, et bien ça va générer plus d'achats de seconde main. Et donc, à ce moment-là, si vraiment les marques de luxe veulent s'engager dans cette dynamique de la seconde main, il est essentiel qu'elles participent à la création de nouveaux imaginaires, en fait, sociaux, qui valorisent la seconde main. Est-ce que la relation marque joue sur l'engagement personnel qu'on peut avoir? Eh bien, la réponse est oui, dans 18% des cas. Donc il y a beaucoup de combinaisons possibles, parce que 60 causes multipliées par 200 marques, ça fait beaucoup de combinaisons. Et 18% d'entre elles sont significatives. Une autre façon de voir le chiffre, c'est que 95% des marques, donc de nos 200 marques, ont des fans avec un engagement significativement supérieur sur au moins une cause. Donc pour résumer, toutes les marques ont des fans engagés plus que les autres sur une cause. Donc on répond à cette première question, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que finalement il y a un biais quasiment entre la proximité qu'on a avec des marques et notre engagement personnel? Et la réponse est assez nettement oui. En conclusion, la relation aux marques joue-t-elle sur l'engagement sociétal des individus? Oui, dans 18% des cas, oui pour 95% des marques. Les fans des marques sont caractérisés par un engagement significativement plus fort pour au moins une cause. Et la nature de ces causes, elle est différente, et assez différente d'une marque à l'autre. Et certaines marques très différentes, sur le papier, dans ce qu'elles proposent, ont quand même un point commun assez fort, qui est que leurs fans sont engagés parfois sur les mêmes choses. Ce qui nous amène à quelques implications pour les marques, assez intéressantes et des pistes de réflexion. Et on remercie Géraldine et la Sorbonne pour nous avoir provoqué sur cette idée de l'intérêt de rentrer par l'individu et pas forcément sur la perception de la marque directement. Mais on se dit que de connaître ses fans, pas seulement de leur profil socio-démo, mais de leur engagement existant aujourd'hui, c'est une source d'information assez forte et importante pour les marques. Pour revenir aux premiers travaux de recherche LGBT aussi, le fait de choisir une cause, en fait, c'est clairement une façon d'avoir encore plus d'impact et de choisir celle où ces fans sont déjà les plus engagés, probablement encore plus d'impact d'effet et d'impact réel. Et enfin, l'idée de s'unir, de collaborer dans un engagement. On voit que ce sont des choses sur certains marchés comme le luxe qui sont assez explorées aujourd'hui, mais on pense que potentiellement il y aurait encore beaucoup plus à faire là-dessus. Donc il n'y a plus de forme d'action collective. Et en fait, les marques, très clairement, ont récupéré
la question de l'action politique. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est qu'une marque en fait? C'est la voix d'une entreprise. Et l'entreprise, c'est un objet non identifié qui se promène quelque part entre l'État et la société civile. Et on voit justement dans toutes ces causes qui ont été évoquées qu'à la fois on veut être proche des individus et de la société civile et en même temps, dans certains cas, on va finalement revendiquer des fonctions pratiquement régaliennes ou dignes de l'État providentiel. Et en fait, ce triptyque que j'ai énoncé, qui est, je pense, au cœur des sujets qui nous préoccupent tous, en fait, il renvoie à trois notions qui sont le travail, le capital et l'environnement. Et je pense que là où il y a un vrai changement dans les préoccupations, et ça, je pense que c'est ce en quoi l'économie des marques a changé la donne, bah c'est que, on va dire, il y a 50 ans, les luttes sociales se cristallisaient autour d'une question sur laquelle Marx a beaucoup réfléchi et écrit, qui est la question de la création de valeur et de la répartition de la valeur entre le capital et le travail. Et c'est pour ça qu'effectivement, la question de la justice sociale, de la rémunération du travail est une question fondamentale. Et c'est un impensé de la société. C'est-à-dire que moi, j'étais assez frappé de voir effectivement l'importance de cet item dans l'étude Ipsos. C'est la question de la reconnaissance. En fait, la marque, c'est une double reconnaissance. Reconnaissance des produits, donc ça, c'est l'identification, les systèmes d'identité visuelle, etc. Mais c'est aussi la reconnaissance que l'on donne aux individus. Et ça m'a beaucoup frappé dans l'étude qui a été faite sur les marques de luxe, d'utiliser cette variable modératrice de l'image que l'on a de soi comme être responsable, parce que ça veut dire qu'on reste encore dans une fiction de la société de consommation, qui est qu'évidemment consommer, ce n'est pas simplement acheter et accumuler des possessions, c'est aussi comment je peux exister, manifester mon identité par des choix de consommation. Et je pense que tant qu'on reste bloqué sur une axiologie entre l'avoir et l'être, on ne pourra pas changer les pratiques de consommation. Et qu'il y a un moment, il va falloir, je pense, qu'on convoque d'autres modalités, et notamment le fait de faire des choses, notamment la capacité d'autoproduction. Moi, je suis très sensible aux thèses d'Amartya Sen sur l'encapacitement des individus, c'est-à-dire que derrière l'engagement, la question c'est, bon, voilà, on mesure des attitudes, mais concrètement, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier comme ressources? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour témoigner de l'engagement? Sur les imaginaires, c'est toujours compliqué à manier. Moi, les imaginaires, je vais distinguer deux sortes de personnes. Les 3-4% des gens qui sont militants, pionniers, entrepreneurs, missionnaires, je ne sais pas quoi encore, c'est tous ces gens qui ont un très fort imaginaire de changement, politique, religieux, entrepreneurial, peu importe pour moi. Mais ils sont 3-4%. Là, l'imaginaire va jouer un rôle dans le changement. Pour les autres, l'imaginaire, les idéologies, la représentation vont jouer un rôle de justification. Et souvent, je l'observe comme ça. Ça peut se discuter, ce que je vous dis, mais c'est vrai que je ne pense pas que les idéologies, les religions par exemple, soient explicatives des comportements. Je pense que ce sont les comportements, dans leur diversité, on va dire conservateurs et progressistes pour faire vite, qui vont chercher dans le stock disponible là où on est, si on est en France, si on est au Brésil, si on est en Chine, si on est en Amérique, si on est je ne sais pas où, il y a un stock qui est disponible, religieux souvent, culturel, et on va chercher dans ce stock ce qui justifie notre position progressiste ou notre position conservatrice. Mais ce n'est pas l'idéologie conservatrice ou libérale, comme on dit aujourd'hui, qui explique quoi que ce soit. Ça justifie des pratiques. Donc c'est aussi intéressant de se dire, mais quand je travaille sur les imaginaires, je me pose la question, est-ce que l'imaginaire sur lequel je travaille explique des changements de comportement, ou bien est-ce que l'imaginaire est plutôt la justification d'un comportement? Comment j'explique aujourd'hui le changement des comportements? Effectivement, Benoît l'a bien dit, moi je l'explique par les contraintes et par les crises. Donc j'observe par exemple depuis 2000 à peu près 7 crises, mais on peut en trouver 5, on peut en trouver 10, peu importe. Toutes ces crises, on les retrouve dans l'histoire. La seule différence peut-être par rapport à l'histoire, où on a toutes ces crises, c'est qu'elles se font sur 20-25 ans. Donc peut-être qu'on a une concentration, je ne sais pas si c'est une accélération, mais on a une concentration de crises très forte qui donne un sentiment d'angoisse. Ça déclenche plein de changements. Ça déclenche notamment des changements dans les entreprises,
qu'on peut appeler les marques si on veut, elles doivent arriver à consommer moins de matières premières, moins d'énergie fossile, moins de protéines animales, moins d'eau et je ne sais pas quoi encore. On doit consommer moins, non pas pour des raisons morales, on a le droit de le faire si on veut, mais pour la raison qui est la suivante et qui est liée à la classe moyenne mondiale. Si on ne diminue pas la consommation des ressources qu'on a sur notre Terre, on augmente les risques de guerre avant d'augmenter les risques écologiques. Il faut que les entreprises, et ça c'est très compliqué, innovent, mais innovent comment? En changeant leur business model. C'est ça qu'on ne sait pas faire. On voudrait bien consommer moins, on ne voudrait pas perdre d'argent, on ne voudrait pas licencier. C'est ça la question qui est derrière. Or, on est à un tournant qui est le suivant. Depuis 250 ans à peu près, on innove en augmentant notre confort, ou en passant moins de temps, ou en dépensant moins d'énergie. Aujourd'hui, c'est la nature de l'innovation qui change. Il faut aujourd'hui innover en consommant moins, en produisant moins. Est-ce qu'on sait faire ça? Il faudra bien des imaginaires de justification de la sobriété. Et merci à vous, merci beaucoup de votre présence, de vos questions. Juste, je voulais terminer avec des mots-clés qu'on a entendus ce soir. Donc, l'engagement des marques, c'est aussi, surtout, l'engagement des entreprises. C'est des pratiques, des actions. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, on va dire le jeu de ping-pong, parce qu'en fait, vous êtes plus proche qu'éloigné. Hein, et donc, à 30 ans, ouais. Et donc, cette complémentarité entre les contraintes et les imaginaires sociaux, ces nouveaux business models, hein, qui sont aussi, du coup, cette nouvelle façon de respecter la valeur des choses pour, finalement, respecter l'humain. Voilà. Voilà.